Bonsoir et bienvenue à l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, à 2 jours du premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie, j'ai voulu inviter quelqu'un qui travaille depuis longtemps sur les tendances politiques. Le sociologue Mircea Chivu, ancien directeur de l'Institut IMAS et ancien vice-président de Ipsos Roumanie, entre autres. Vous l'entendrez, Mircea Chivu est un parfait francophone, étant donné qu'il détient un DEA en démographie et sciences sociales de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Mircea Chivu, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Cela faisait un petit moment que je ne vous avais pas interviewé, j'en suis ravi. Alors, première question, pourquoi faut-il se méfier des sondages actuels en Roumanie à la veille du premier tour de l'élection présidentielle? En préparant cet entretien, vous me disiez qu'on peut même parler d'échec des sondages diffusés, c'est-à-dire? Voilà, oui. Voilà. Avant le tour précédent des élections présidentielles, chaque maison de sondage avait donné un autre candidat en deuxième place. Oui. On savait en décembre, pas, enfin avant. En novembre. En novembre, en novembre, oui. Donc, on ne savait pas qui aurait pu être dans la deuxième tour. En plus, la seule chose qui paraissait sûre dans tous les sondages, c'était que M. Ciolacu, le président de PSD, aurait arrivé en premier, à grande différence de deuxième. Alors que aux urnes, Ciolacu est sorti le deuxième. Ouais. Donc, échec total, je dirais, des sondages d'opinion. Bon, je dirais pas qu'il faut se méfier, mais consommer avec modération. D'accord. Et vous me disiez également que il faut véritablement regarder la façon dont ils sont diffusés, comment ils ont été préparés, quels sont les canaux qui sont utilisés, comment ils ont été financés. Tout ça, c'est à observer. Oui. Vous voyez, il y a des explications pour ce phénomène. Parce que c'est un phénomène de ne pas pouvoir savoir rien, d'avoir un candidat qui ne paraissait pas dans les sondages, qui paraissait avec moins de 3% dans tous les sondages et qu'il arrive le premier. Là, vous faites référence à Călin Georgescu. À Călin Georgescu, bien sûr. Donc, il y a un phénomène que les sociologues appellent la spirale du silence, qui fait que quand les gens perçoivent leurs croyances, leurs décisions comme être contre les normes couramment acceptées, ils préfèrent ne pas le dire quand ils répondent dans les sondages. Plus la société est divisée, plus ce phénomène est présent. Ça veut dire que, comme tous les médias qu'on appelle mainstream disaient que les candidats souverainistes, appelés souverainistes d'extrême droite, ainsi de suite, ne sont pas fréquentables, alors quand les intervieweurs demandaient aux gens, une partie d'entre eux préférait cacher leurs décisions. Ça, c'est un phénomène. Ensuite, il y a, disons, un changement de paradigme dans dans la technique des sondages d'opinion. Vous voyez, les sondages traditionnels essayent d'avoir un échantillon de personnes qui reproduisent la structure de la population résidente. En Roumanie, il apparaît qu'il est évident que seulement la moitié des personnes éligibles se présentent au vote. Donc les sociologues essayent d'interviewer plutôt les votants probables
que tous les votants résidents. Et alors, si on essaye d'apprécier la probabilité qu'une personne va voter, alors les gens qui votent plutôt les marginaux, disons, apparaissent comme moins probables voteurs. Donc c'est pourquoi ils sont moins représentés dans les sondages. Bon, il y a encore une chose. Les sondages qu'on fait regardent seulement la population vivant en Roumanie. Mais dans les dernières élections, surtout dans les présidentielles, c'est la population qui vit à l'étranger, ce qu'on appelle la diaspora, qui a joué un rôle très important. Rappelons-nous que dans les précédentes élections de 2019, c'est Iohannis a gagné, surtout en 2014, Ponta, vous vous souvenez, Ponta est sorti le premier en Roumanie, mais Iohannis a gagné grâce au vote de diaspora. Qui représente à peu près 10%, non Bon, il représente plus de la population, mais d'habitude, il se présente au vote, aux urnes, comme environ 10% de toutes les voix exprimées. Donc c'est un nombre important. Et la diaspora a la tendance de voter surtout anti-système, contre ceux qui sont au pouvoir. Donc ça c'est encore un problème que fait que les sondages qui représentent seulement ceux qui vivent en Roumanie sont biaisés. Et encore, il y a un problème, c'est qui commande les sondages d'opinion. Vous savez, par exemple en France, la plupart des sondages d'opinion qui sont publiés sont commandés par les grands touristes médias. Qui ont les moyens. Qui ont les moyens, oui. En Roumanie, c'est plutôt les partis politiques qui commandent. Donc ça biaise quand même pas mal les résultats. Ça, oui. Et même s'ils sont commandés par les grandes chaînes de télévision, alors les grandes chaînes de télévision sont eux aussi subventionnés par les partis politiques. Il y a des grandes sommes d'argent qui viennent des partis politiques par différentes chaînes plus ou moins évidentes, mais qui se dirigent vers les chaînes de télévision et les grands médias. Donc là aussi, il y a un biais. Donc, malgré tous ces biais, est-ce que vous, de par votre expérience dans les sondages et dans l'étude, dans l'observation de la société roumaine, est-ce que vous diriez, diaspora incluse, qu'elle s'est particulièrement radicalisée, j'aurais tendance à dire, ces derniers mois? Je dirais pas les derniers mois, je dirais que moi au moins, j'ai observé ce phénomène à partir de la pandémie, de l'épidémie de Covid. Parce qu'à cette époque, l'État a été un échec de communication. Et l'État, lui, a très mal communiqué. Le vague anti-vacciniste et ceux qui pensaient à une comment ça s'appelle, une tendance réactionnaire ou non, une sorte de des gens qui cachent la réalité,
Oui, les théories du complot et tout ça. Oui, oui, c'est ça. La théorie du complot ont gagné beaucoup, beaucoup. Donc, l'État n'a pas bien communiqué, il a échoué. Alors, vous savez qu'en Roumanie a eu la plus basse taux de vaccination de l'Union européenne. Et ensuite, l'État roumain a échoué sur d'autres plans. Par exemple, la justice, où la plupart des grands procès finissent par aller dans une non-lieu par ce qu'on appelle la prescription. Les procès arrivent d'être arrêtés parce qu'elles durent trop longtemps. Ensuite, il y a un échec de l'État de réduire la pauvreté et surtout l'inégalité, ce qui fait que les frustrations augmentent. Et ce qui fait le jeu des mouvements radicaux. C'est tout ça qui... Oui. Mais toutefois, Monsieur Kivou, alors vous me direz si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on entend... on parle plus des résultats des élections législatives de la fin de l'année dernière, qui ont montré, avec un taux de participation, je crois, de 52%, ce qui n'est pas négligeable pour des élections législatives, que les partis, on va les appeler comme ça, les plus extrémistes, oui. En fait arrivent comme un plafond de verre, AO, les potes réunis, et les autres, de 30% à peu près. Alors certes, l'élection présidentielle, on vote surtout pour des individus, non, c'est pas la même chose, mais toutefois, on a senti à la fin de l'année dernière que le pays, avec 52% de participation, disait oui au mouvement extrémiste, mais que jusqu'à 30%, ce qui est certes un pourcentage élevé, mais on a senti quand même ce plafond de verre, vous ne pensez pas? Oui, on a vu une ascension énorme du pôle qu'on appelle souverainiste. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais bon, prenons-le entre guillemets. Ils ont maintenant un tiers du Parlement, ce qui est énorme. Pratiquement, ce qui est plus grave, c'est que c'est eux qui représentent l'opposition. Le reste de l'opposition, le parti USR, n'a pas réussi à se faire attendre en opposition. Donc pratiquement, c'est les souverainistes qui ont représenté la seule opposition pendant les mois qui sont passés depuis les élections législatives. Mais le phénomène est présent partout. Exactement. Pas seulement à l'est de l'Europe, comme en Hongrie, en Slovaquie, ainsi de suite, mais même en France ou en Allemagne, on a échappé de peu à ce que les partis d'extrême droite arrivent au pouvoir. Ouais. Oui. Mais là, on sent quand même, je reviens sur ces élections, donc législatives l'année dernière, que avant que le pôle souverainiste, ou on l'appellera peut-être autrement, mais arrive au pouvoir, il y a quand même une grande marge. Est-ce que ça, on pourrait le garder en tête et se dire que pour cette élection présidentielle, au deuxième tour, la société roumaine dira quand même dans sa majorité non à un candidat extrémiste? Est-ce que c'est une supposition acceptable? Bon, c'est pas évident, parce que les causes de l'ascension de l'extrémisme sont les mêmes, sont restées en place. On n'a pas vu depuis novembre dernier un changement d'attitude de la classe politique qui fait le gouvernement. Et alors, en plus, vous voyez, disons qu'il y a deux pôles, les soi-disant souverainistes et les soi-disant démocrates, les pro-européens. Mais les pro-européens ne sont pas homogènes. Il y a d'une part
les partis qui font le pouvoir maintenant, qui sont conservatifs et qui essayent de perpétuer l'oligarchie qui est en place. Et de l'autre part, il y a les partis toujours pro-européens, mais qui représentent une alternative, qui essayent de changer le pouvoir. Donc il y a... Là, vous faites référence à UCR. À l'UCR, mais pas seulement à l'UCR. Rappelons-nous qu'il y a eu beaucoup de petites parties qui ont ressemblé ensemble environ 9% des voix, mais qui sont très dissipées. Il y a les partis qui s'appellent Sens, Drept, Repère. SOS. SOS, non, SOS est toujours de... Oui, pardon, excusez-moi, extrémiste. Repère. Oui. Donc, ce sont des forces assez importantes, mais qui n'ont pas réussi d'agir de façon à d'entrer dans le Parlement, parce qu'ils n'ont pas réussi à dépasser les petites différences et animosités entre personnes. Donc, la question qui se pose, c'est bon, on arrivera au deuxième tour entre quelqu'un pro-européen et un autre qui sera souverainiste. Ça, pour vous, c'est assez probable. C'est assez probable. C'est très probable. Vous ne voyez pas deux candidats souverainistes au premier tour, au second tour, Je ne crois pas. C'est très peu probable. D'accord. Et alors, la question, si les deux tendances qui sont pro-européennes vont ressembler leur voix pour lutter, pour s'opposer aux vagues souverainistes. D'après vous? C'est difficile de voir. C'est difficile. C'est difficile, oui. Vous connaissez vous habitez à Bucarest, mais vous connaissez aussi le pays. Oui. Vous savez, surtout parmi le PSD, il y a une tendance nationaliste assez importante. Nationaliste, traditionnaliste, antiprogressiste, ainsi de suite, qui résonne très bien avec les partis souverainistes. Par exemple, sur des choses comme la liberté de l'avortement, le partenariat civil, ainsi de suite. Des choses qui ne regardent pas directement le pro ou contre l'Union européenne, mais qui vont jouer dans les débats pour le deuxième tour. Il n'empêche que, même s'ils se rejoignent sur ce type de thématiques, un parti traditionnel comme le PCD insiste toujours quand même sur la voie pro-européenne, n'a pas de discours anti-multinational, par exemple, qu'on a pu l'entendre. Donc, en termes d'image, ne serait-ce qu'en termes d'image à l'étranger, si un candidat soutenu par un parti traditionnaliste, certes qui partage certaines thématiques avec un parti extrémiste, mais arrive au pouvoir, il ne sera pas considéré comme un dirigeant comme Fico en Slovaquie ou Orban en Hongrie. Depuis l'extérieur, en tout cas. Oui, mais... Et ça, c'est quand même important. De dire que la Roumanie, enfin important, c'est une différence. Si la Roumanie a un leader qui ne fait pas partie à la base de... Oui, c'est important vraiment. C'est vrai. C'est pourquoi je pense que c'est très important ce que va se passer, mais n'importe le résultat de ces élections, le problème de fond restera. C'est-à-dire... les frustrations, les inégalités. Et le besoin de renouveler la classe politique.
le système politique. De notre côté, il y a concrètement le salaire minimum, par exemple, a été, et c'est pour ça d'ailleurs que la Roumanie affiche aujourd'hui le déficit le plus important de l'Union européenne, hein, parce qu'il y a eu des augmentations fortes quand même, je pense au salaire minimum. Il y a eu des choses qui ont été faites pour que les catégories sociales les plus désavantagées puissent davantage s'en sortir. Bon, malheureusement, il y a eu l'inflation qui a un petit peu effacé ces améliorations. Beaucoup effacé ces améliorations. Parce que nous avons la plus grande inflation de l'Union européenne. Mais vous êtes d'accord qu'il y a eu quand même des efforts qui ont été faits il y a eu des efforts. Il y a eu une augmentation du salaire minimum. Dans la santé également. Mais les statistiques montrent aussi que les inégalités sont toujours très grandes. Les inégalités territoriales. Il y a des départements de Roumanie où la pauvreté est vraiment très grande et des autres qui vont très bien. Par exemple, la région de Bucarest les revenus dans cette région sont comparables à ceux de l'ouest de l'Europe. Mais par contre, il y a des régions très proches de Bucarest géographiquement, comme le Teleorman et le sud de la Valachie, plus la Moldavie, qui sont très pauvres. Et les différences augmentent au lieu de maigrir. Et alors, même si en l'absolu, le niveau de vie est augmenté, la frustration reste. La frustration reste. Et c'est pareil avec l'éducation. Il y a des écarts énormes entre la qualité de l'éducation dans les milieux ruraux et les milieux urbains, ce qui fait que la pauvreté se perpétue. Parce que si l'éducation est basse, alors on a toutes les chances que les futures générations soient aussi pauvres, aussi démunies. Et ce qui n'arrange rien, je trouve qu'on en parle un peu moins, ou alors c'est peut-être une impression de ma part, mais c'est l'économie souterraine qui est toujours, 30% de... Bon, ça, je sais pas. On n'arrive plus trop à savoir, hein, mais elle est toujours importante, et c'est ça aussi qui cultive ces inégalités, cette économie souterraine. En fait, c'est toujours à ce niveau-là, c'est quand même important. Oui, on parle toujours de fait que en Roumanie, les impôts, les taxes et les impôts sont très peu recueillis par l'État, mais on a toujours les gouvernements qui, quand ils se mettent en place, promettent d'augmenter, d'améliorer le recueillement des taxes, mais ils ne réussissent à faire rien. Et on se demande si c'est l'inhabilité ou la corruption en grand lieu. Il y a une numérisation quand même là. Alors je ne sais pas, j'en discutais avec un économiste, c'est assez difficile aujourd'hui de dire si cette numérisation du prélèvement des taxes allait être normalement à terme positive, mais en principe ça devait. Donc, on s'en rend compte quand même. Quand on est notamment un indépendant, qu'il faut aujourd'hui bien se numériser. Oui, mais vous savez, la facture électronique et tout ça. C'est un peu. En Roumanie, il y a un dicton qui dit que la loi c'est comme une barrière. Les lions passent dessus, les chiens essaient de passer en dessous. Oui, et
les bœufs, Oui. ils s'arrêtent. Il s'arrête et il se tape la tête contre la barrière. C'est-à-dire que la numérisation fait que ceux qui sont honnêtes soient plus honnêtes. Soient plus contrôlés. Mais ceux qui n'étaient pas honnêtes, ça ne va pas changer grand-chose. Ils se débrouillent toujours. Pour revenir un petit peu à cette élection, vous me disiez, encore une fois en préparant cette élection, non pas cette élection, mais cette émission, quelque chose d'important, c'est que vous rappeliez le fait suivant, c'est que si une partie importante de l'électorat ne veut plus d'un candidat classique, c'est-à-dire issu des partis traditionnels, de l'autre, l'infrastructure d'un parti, vous l'avez, je crois, déjà dit, tel que le PCD, le Parti social-démocrate, ou même, à moindre écart, le PNL, reste un bel avantage pour le candidat que ce type de formation soutient. Oui. Il reste un avantage. Même si le mouvement anti-système est de plus en plus important. Mais il faut se rappeler qu'avec tout cet avantage, en novembre, Ciolacu, le président du PSD de première partie, est passé seulement en troisième place. Et Ciucă... Là, vous parlez de la présidentielle. Oui. Ouais. Mais pour les parlementaires, par contre, on a vu que ça a été important. Oui, pour les parlementaires, ça a fonctionné. Mais il paraît que pour les présidentielles, ça fonctionne de moins en moins. Ça fonctionne moins, d'accord. Donc, je ne sais pas ce que va se passer. C'est vrai que la loi électorale favorise toujours les candidats des partis au pouvoir. Par exemple, la loi fait que dans le bureau électoral central et dans tous les bureaux de vote de circonscription, le candidat de la coalition au pouvoir et 3 membres dans chaque bureau de vote, tandis que le candidat indépendant n'en a aucun. Donc, la loi, c'est surtout la loi qui favorise les représentants du parti au pouvoir. Alors, il y a des autres avantages aussi. En début de semaine, il y a eu des débats télévisés. J'ai pas trop envie qu'on revienne dessus. Mais est-ce que pour ce premier tour, encore une fois, je vais peut-être me répéter, mais vous êtes confiant malgré les frustrations? Moi, j'ai le sentiment que la société roumaine, dans son ensemble, parce que la société roumaine d'aujourd'hui, bien qu'elle soit critiquable et qu'elle soit remplie de frustrations, etc., la société civile notamment, c'est pas la même qu'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans. Enfin, moi, je me rappelle, quand je suis arrivé ici, il y a 20 ans, c'était un autre pays. Et c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à toujours dire que la Roumanie est en retard, mais elle a quand même fait des progrès assez incroyables. C'est toujours pas la Suisse, c'est sûr, mais il y a quand même des sensibilités et une maturité d'un électorat qu'on parfois on définit comme peu éduqué, qui n'arrive pas à sentir véritablement le candidat qui sera le plus à même à devenir le président ou la présidente du pays. J'aurais plutôt tendance à penser qu'en fait, ou alors peut-être je veux croire que cet électorat frustré, malgré tout, au moment du vote, aura cet instinct. Il l'a déjà montré d'ailleurs en votant. Moi, je me rappelle, en 2019, je n'aurais jamais pensé que Iohannis, certes, la diaspora a joué son rôle, mais j'aurais jamais pensé que Klaus Iohannis, un Saxon, devienne président de la Roumanie. Ça me paraissait absolument impossible. 2014, pardon, oui, après 2019, c'était la deuxième fois, oui, pardon. Et c'était 2014, effectivement. Et qui plus est, en 2014, un pays qui n'avait pas la même maturité. Donc, encore une fois, est-ce que vous me diriez que je suis un peu trop optimiste ou que, effectivement, il faut faire attention à l'heure de juger ces gens frustrés qui, automatiquement, se tournent vers les radicaux? J'ai remarqué que il y a des gens qui disent voilà, moi j'ai voté,
j'ai pas voté Georgescu et mon vote a été annulé. Ça, c'est une nouvelle source, malheureusement, de frustration. C'est vrai. Parce que, malheureusement, on n'a pas réussi à expliquer très clairement pourquoi vraiment on a... Georgescu est maintenant mis en accusation. Mais l'enquête n'a pas avancé vraiment beaucoup. Donc, malheureusement, depuis novembre, je pense que, d'une part, il y a des gens qui se sont rendus compte que le message de Georgescu était nul pratiquement, était illogique et tout, et qui se sont même parmi les extrémistes. Oui, ouais. Et qui se sont dessaisis parce qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas ceux qui étaient au pouvoir et qui ont voté Georgescu seulement parce qu'il semblait qu'il y ait quelqu'un de bien qui fait des affirmations. Et qui sait très bien utiliser d'ailleurs les réseaux et se présenter. Oui, mais au deuxième regard, quand on regardait de plus loin, on se rendait compte qu'ils disent n'importe quoi. Tout à fait. Oui. Donc il y a des gens qui se sont rendus compte que c'est pas quelqu'un comme Georgescu qui est la solution. Mais d'autre côté, ce sont les autres qui ne comprennent pas pourquoi on les a annulés les votes et qui vont grossir les rangs des souteneurs de quelqu'un qui se disent le descendant de Georgescu, le représentant sur terre de Georgescu. Ce qui ressort de notre conversation, c'est que voilà, difficile de véritablement dégager une tendance. Ça va être très très intéressant ce qui va se passer. Mais quand même, vous l'avez dit, vous pensez que ce sera encore une fois, ça se jouera sur 1 ou 2%. Ah oui. Là, pour le premier tour ou le deuxième? Pour les deux. Pour les deux, Je pense ça que pour les deux. Très parce serré. Que pour le premier, je pense que ce sera très étroite pour la bataille pour la deuxième place. En tout cas, pro-européen et souverainiste. Oui. Ça, pour le premier tour, on peut être assez mais pour le second, oui. Ça, c'est... On devra attendre... je suis sûr attendre la numération des voix jusqu'à, je sais pas, 11 heures de nuit. Oui. Donc dimanche, oui. Monsieur Kivou, merci beaucoup d'avoir été au micro de RFI. Ça faisait un petit moment. Avec plaisir. Ça faisait un petit moment et j'en suis vraiment ravi. Merci de votre éclairage et puis donc à très vite pour vos commentaires sur tous les résultats de ces élections. Avant de terminer, information que j'ai un peu omis de transmettre, mais mieux vaut tard que jamais, pardon. Je remercie Horia Popescu à la technique, sans qui le micro du soir ne serait tout simplement pas possible. Donc, merci à lui pour son savoir et sa rigueur. Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Très bon week-end électoral. À bientôt, week-end Placoute, au revoir.